Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Les Paléo News des fêtes de fin d'année, c'est Noël. Le Père Noël nous a rapporté plein d'articles dans Nature et Science pour les fêtes. Et on commence évidemment par ce gorgonopien. Regardez sa petite bouille, sa petite frimousse de gorgonopien trop mignonne. Ce gorgonopien qui a été découvert à Majorque. Et oui, il n'a pas été découvert en Afrique du Sud comme on a l'habitude avec les gorgonopsiens, il n'a pas été découvert en Russie non plus, autre grande patrie des gorgonopsiens, non, il a été découvert en Europe de l'Ouest, et c'est le premier gorgonopsien découvert en Europe de l'Ouest, qui fait d'ailleurs naître les espoirs de découvrir peut-être, pourquoi pas, un jour un gorgonopsien en France, là dans le Permien de Lodève ou de Rodez par exemple. Je vous montre la préservation, c'est exactement le même type de roche bien rouge qu'on retrouve dans le Permien en France. On retrouve aussi le même genre de roche rouge dans le Permien de Sardaigne, dans le Permien, je crois qu'il y en a un peu en Corse aussi. Donc ça fait vraiment naître l'espoir un jour, pourquoi pas, de découvrir un de ces grands prédateurs iconiques du Permien. Alors pour ceux qui connaissent pas les gorgonopsiens, ce sont des thérapsides, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois des reptiles mammaliens, des ancêtres des mammifères, qui vivaient entre 265 voire 270 pour les estimations. On va voir aujourd'hui du coup, je ne spoile pas le contenu de l'article, mais bref, qui vivaient au moins entre 265 à 252 millions d'années. Pourquoi 252 ? Pourquoi une date aussi précise ? C'est parce qu'ils sont morts pendant la grande crise d'extinction Permien-Trias, la plus grande crise d'extinction qui se soit produite dans l'histoire de la Terre. Donc ce gorgonopsien de Majorque, comme vous pouvez le voir, c'est un squelette qui est assez fragmentaire, mais il a au moins la bonne idée de préserver des fragments de crâne, et un très joli fémur que vous avez pu voir passer, voilà, qui a la forme très typique du fémur des gorgonopsiens, une forme en S qu'on retrouve pas beaucoup, voire pas du tout, au Permien, à part chez les gorgonopsiens, donc il n'y a pas vraiment de doute sur l'identification de cet animal comme étant un gorgonopsien. Et puis il y a cette mâchoire inférieure qui a cet énorme processus mentonnier, ici, un menton en fait qui est très épais et en forme de marteau, vous voyez le ramus du dentaire ici, qui forme une espèce de manche, et là le menton qui forme la tête du marteau. Ça c'est très très typique des gorgonopsiens. Il y a évidemment la canine à dents de sabre, regardez cette magnifique canine à dents de sabre, qui est assez grosse. Ce n'est pas mon pouce ici, c'est pas moi qui l'ai découvert d'ailleurs, je sais pas, quand j'ai annoncé la découverte sur Facebook, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont cru que c'était moi qui l'avais découvert. Non, c'est pas moi, c'est une équipe complètement indépendante, essentiellement hispanophone, mais non, c'est pas notre équipe à nous en Afrique du Sud qui a découvert ça. Donc oui, là cette canine donc c'est une canine de thérapside de manière générale. La canine toute seule aurait pas vraiment permis l'identification en tant que gorgonopsien, c'est vraiment ce processus, ce fémur déjà que vous voyez ici, et ce processus mentonnier ici très caractéristique des gorgonopsiens. On a même, mais on en rediscutera un petit peu après, les dents, enfin pas les dents, mais les alvéoles dentaires. Ces alvéoles dentaires sont très serrées et au nombre de 5, et ça donne un gorgonopsien qui devrait être proche de ce qu'on appelle entre guillemets le grade Gorgonops. Et le grade Gorgonops, c'est vraiment les gorgonopsiens les plus typiques en fait. Vous avez 3 grandes catégories au sein des gorgonopsiens. Vous avez les gorgonopsiens très primitifs, ceux qu'on trouve en Russie. Inostrandtsevia en fait partie. Bon, encore que Inostrandtsevia, c'est un gorgonopsien très basal dans la phylogénie, mais très dérivé, très barré en cacahuète dans son propre délire, on va dire. Notamment le seul gorgonopsien à avoir plus de 5 incisives, par exemple. Tous les gorgonopsiens ont 5 incisives, mais Inostrandtsevia, il est tellement barré qu'il en a 6. Mais bref. Vous avez donc 3 grands groupes chez les gorgonopsiens. Il y a les gorgonopsiens basaux qu'on retrouve en Russie, donc les plus primitifs, et qui vont suivre leur propre histoire là-bas en Europe de l'Est, et évoluer dans leur propre côté. Vous avez les gorgonopsiens africains, rubiginés, qui sont les gorgonopsiens que
dont vous êtes certainement familier, genre Rubigea, qui sont des trucs très balèzes, très massifs, avec un crâne très robuste, vraiment une morphologie de monstre, quoi. Et vous avez les gorgonopsiens du milieu, ce qu'on appelle le grade Gorgonops, donc qui sont ni aussi barrés que les Rubigea, ni aussi primitifs que les gorgonopsiens de Russie, et ce grade Gorgonops, en fait, c'est les gorgonopsiens du Permien, du début du Permien supérieur, qui sont les gorgonopsiens de base, quoi. C'est votre petit gorgonopsien de base. Donc le genre Gorgonops en fait partie. Donc on peut même dire que phylogénétiquement, normalement, ce gorgonopsien de Majorque, il a une morphologie qui est assez cohérente avec un gorgonopsien de ce grade-là, ce qui est tout à fait intéressant, puisque du coup, étant donné qu'il vient d'Europe, ce gorgonopsien, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit proche parent des gorgonopsiens de Russie, mais en fait non. Il a plus l'air d'un gorgonopsien très typique qu'on retrouve surtout en Afrique du Sud, pas que en Afrique du Sud, mais surtout en Afrique du Sud. Bref, et donc la publication sortie dans Nature Communication, comme je vous le disais, une équipe essentiellement hispanophone, il y a pas de français et il n'y a pas de sud-africain non plus. On retrouve le grand spécialiste évidemment des gorgonopsiens, Christian Kammerer, aux auteurs. C'est sorti dans Nature Communication, c'est une revue très prestigieuse. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant avec ce gorgonopsien, comme je le disais, c'est le premier à être découvert en Europe de l'Ouest, donnant ainsi l'espoir de trouver un jour dans ces rufs du Permien ou dans ce rouergue du Permien des gorgonopsiens français. Mais surtout, ce gorgonopsien, eh bien, il aurait la bonne idée, pourquoi pas, d'être le plus vieux gorgonopsien du monde, voire même, pourquoi pas, le plus vieux thérapside du monde. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que dans le registre fossile des thérapsides, on a un gros problème. Enfin, dans le registre fossile des synapsides, même de manière générale, on a un gros problème. Donc les synapsides, vous avez à l'intérieur les pélicosaures, comme le dimétrodon, que vous voyez là, et vous avez à l'intérieur les thérapsides, comme tous ces bestiaux-là, que vous voyez là, incluant les gorgonopsiens. Et le problème, c'est que les pélicosaures, qui sont les plus basaux, les plus primitifs, on les retrouve surtout en Amérique du Nord, et surtout dans la zone paléotropicale, alors que les thérapsides, eux, on les retrouve surtout en Afrique du Sud et surtout dans la zone paléo-tempérée. Donc on a un espèce de creux entre les deux, on retrouve pas de thérapsides dans la zone paléo-tropicale et on retrouve pas ou très peu de pélicosaures dans la zone paléo-tempérée, mais surtout on a un problème, c'est que les pélicosaures, on les retrouve surtout au tout début du Permien et au Carbonifère évidemment, et les thérapsides, on les retrouve à la toute fin du Permien, donc fin du Permien moyen et Permien supérieur, mais on n'en retrouve pas au début du Permien. Donc on a cette espèce qui est représentée ici, là, sur cette phylogénie, sous une forme de zone morte, en fait. On a une espèce de zone morte dans le registre fossile entre les pélicosaures américains et les thérapsides sud-africains, et cette zone morte, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de Olson. Intervalle de Olson qu'on essaye de refermer avec plein de techniques différentes. La première technique, c'est de dire c'est pas un trou dans le registre fossile à proprement parler, c'est une extinction qui est assez peu satisfaisante comme explication, quoique il y a pas mal de gens qui y adhèrent. Et vous avez l'autre école qui consiste à essayer de trouver des fossiles pour boucher le trou. Et donc, ce gorgonopsien, enfin, jusqu'à présent, le seul fossile qui avait plus ou moins l'air de boucher le trou, c'était Raranimus, qui vient de Chine, mais qui était vraiment de la toute fin, en fait, de ce gap, de cet intervalle. Et donc, maintenant, on aurait peut-être, ce gorgonopsien, puisque ce gorgonopsien, ils ont essayé de le dater en utilisant diverses techniques. Alors le problème, si vous êtes déjà passé par le bassin de l'Odève ou par le Rouergue du côté de Rodez, vous avez pu constater que la Terre est rouge et que les couches de terre rouge s'empilent les unes sur les autres, un peu comme ce qui est représenté sur cette figure-là. Ça s'empile les unes sur les autres, mais c'est pas évident d'arriver à distinguer quelle couche rouge est plus ancienne que quelle autre couche rouge. D'autant qu'on est dans les contreforts des Pyrénées, donc c'est souvent un petit peu plié dans tous les sens. Que ce soit à Majorque, Majorque géologiquement ça reste les contreforts des Pyrénées. Donc c'est assez plié, c'est retourné, c'est déformé, c'est très difficile de savoir où on est.
en gros géologiquement parlant. Donc si vous prenez un fossile ici, en fait, vous n'êtes pas sûr de si vous êtes réellement ici ou là, ou plus bas ou plus haut, bref. Donc si vous n'avez pas un changement géologique majeur qui a lieu juste à côté de l'endroit où vous découvrez votre fossile, c'est quasiment impossible de savoir où vous êtes dans la stratigraphie. Donc là, tout ce qu'ils savent, c'est que ça a été trouvé dans la formation Port des Camonges, la formation Port des Camonges à Majorque. Et donc pour arriver à le dater, ils ont un petit peu galéré. Ils ont un petit peu galéré, mais en gros, vous avez donc cet intervalle où on n'est pas censé trouver de fossiles de thérapsides, donc l'intervalle d'Olson, qui va à peu près du Wardien, ici, milieu du Wardien, et vers le bas jusqu'au Kungourien, quoi, où on va trouver des pélicosaures. Donc il y a tout le Rhodien, typiquement, qui est Olson's Gap, qui est intervalle d'Olson. Et ce Gorgonopsien, donc, il vient de la formation Port des Camonges, qui pourrait venir de cet intervalle entre le Kungourien et le Rhodien. Et ça, c'est basé sur plusieurs choses. C'est déjà basé sur les empreintes de pas. Le Gorgonopsien a été trouvé aux côtés d'empreintes de pas de Dimetropus. Dimetropus, qui vous est représenté sur la reconstitution que je vous montrais tout à l'heure. Voilà les empreintes de Dimetropus ici sur le côté droit. Ce sont des empreintes attribuées, comme son nom l'indique, à Dimétrodon ou à des formes qui ressemblent à Dimétrodon. Donc ce sont des empreintes de pélicosaures. Et on sait que ces Dimetropus ne vont pas plus loin que le milieu du Wardien, donc la fin de l'intervalle d'Olson. Donc ça voudrait dire que ce Gorgonopsien a au moins un âge dans l'intervalle d'Olson. Et puis il y a eu de la palynologie qui a été faite, il y a des pollens, enfin des palynomorphes, parce qu'à l'époque il n'y a pas de pollen, on parle de palynomorphes qui ont été prélevés. Il y a de la magnétostratigraphie qui a été faite, donc la magnétostratigraphie indique que le fossile vient d'en dessous de cette réversion ici, qui date du Wardien. Enfin non, c'est l'inverse justement, il vient de cet intervalle réverse, en dessous de cet intervalle normal du milieu du Wardien, donc il vient de par là, quoi. Et puis ils ont fait aussi des datations à partir des ichnos, d'autres formes d'empreintes. Évidemment, le Dimetropus est la plus évidente, mais il y a plein d'autres empreintes qui ont été trouvées. Bref, ils ont essayé de corréler avec ce qu'ils avaient, clairement. Il n'y a pas moyen de faire des datations absolues ici, autrement que, il n'y a pas de dépôt volcanique déjà, mais surtout il n'y a pas moyen de faire de datation absolue, parce que la seule manière de faire de la datation absolue dans la région, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des zircons détritiques, et les zircons détritiques, ça donne des marges d'erreur de fou furieux, donc autant dire que c'est pas hyper précis comme façon de dater. Donc même s'ils avaient tenté une datation absolue, ils auraient pas eu une résolution beaucoup plus élevée que ça. Donc on est quelque part entre le Kungourien, le Rhodien et le Wardien. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, mais en gros, on est dans cet intervalle d'Olson avec ce Gorgonopsien. Plutôt dans le Wardien d'ailleurs, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a un Captorinidé qui a été trouvé avec ce Gorgonopsien, dans la même formation que ce Gorgonopsien, un Captorinidé de la famille des Moradisaurinae. Donc Moradisaurus, qui est le Captorinidé par exemple, qui a été trouvé au Niger. Et les Moradisaurinae, ce sont des Captorinidés de la fin du Permien. Donc du Permien essentiellement supérieur. On en trouve un petit peu dans le Permien moyen, mais surtout dans le Permien supérieur, donc du Lopingien, voilà. Et puis il y a le fait que ce Gorgonopsien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait partie, morphologiquement, le fait qu'il ait 4 ou 5 dents qui sont comme ça compactées les unes à côté des autres sur sa mâchoire, ça le place aux côtés de Gorgonops, qui sont typiquement des Gorgonopsiens du Permien supérieur. Pour l'instant, on n'a jamais trouvé de Gorgonops dans le Permien moyen. Donc si on retrouve... alors il y a des trucs qui ressemblent à Gorgonops dans le Permien moyen, donc pareil, ça pourrait être cohérent quand même avec un âge au moins capitanien, sinon wardien. Donc en gros, on a tout un faisceau de preuves biostratigraphiques, de la stratigraphie basée sur les fossiles, on a tout un faisceau de preuves biostratigraphiques pour dire qu'il est au moins d'âge wardien, c'est-à-dire au moins de la fin de cet intervalle d'Olson.
et il est possiblement plus vieux sur la base des palynomorphes et de la présence de Dimetropus, donc de sa co-occurrence avec du sphénacodontidé possible. Donc ça, c'est pour l'âge, et ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, bah ça vous remplit finalement ce petit intervalle un petit peu plus. Ça vous remplit un petit peu plus cet intervalle, et ça permet aussi de faire ce qu'ils ont fait ici, c'est-à-dire une phylogénie calibrée dans le temps, qui indique en fait que l'intervalle d'Olson ressemble moins à une extinction qu'à un espèce de biais de fossilisation, quoi. Donc ça permet de tester aussi l'hypothèse que l'intervalle d'Olson serait ou non une extinction plutôt qu'un biais d'échantillonnage dans le registre fossile, ou qu'un biais de préservation dans le registre fossile. Donc tout ça dans un fossile de Gorgonopsien. Je précise aussi, d'ailleurs, vous voyez la barre d'échelle, que basé sur la taille de la mâchoire, on avait un crâne qui possiblement faisait jusqu'à 18 cm. Donc c'est pas un petit Gorgonopsien, hein, c'est 18 cm, ça vous fait un bon gros crâne comaque. Donc ça vous fait vraiment un animal de la taille, enfin c'est un méga prédateur, quoi. C'est au moins un gros prédateur, voire un super prédateur. C'est pas un Gorgonopsien écologiquement anecdotique comme on a l'habitude de retrouver dans le Permien moyen, au moins en Afrique du Sud. C'est un Gorgonopsien qui prenait de la place écologiquement. C'est un Gorgonopsien bien établi, donc ça va encore dans le sens d'un possible âge plutôt tardif que du début du Permien. Et on attend d'en savoir plus à propos de ce Gorgonopsien, et notamment de savoir sa position phylogénétique. Parce que là, enfin, si vous regardez bien, il est nulle part. Il n'a pas reçu de nom d'espèce, curieusement. Pourtant, le matos, c'est quand même pas de... Enfin, je vous l'ai montré au début de cette vidéo, le matos, c'est pas dégueu du tout. Il y avait largement de quoi décrire une nouvelle espèce, ils lui ont pas donné de nom. Ça, j'ai pas compris. Et surtout, ils l'ont pas inclus dans leur phylogénie. C'est-à-dire qu'ils ont fait une phylogénie bayésienne, donc vraiment caractère très avancé, et en fait ils ont juste utilisé le Gorgonopsien pour caler une date sur ce nœud ici, pour contraindre en fait l'âge de ce nœud au niveau de la phylogénie, et c'est tout. Et j'ai pas compris pourquoi ne pas l'inclure dans une phylogénie. Eux ils disent officiellement que c'est parce qu'il n'y a pas assez de caractères, parce que le matériel est trop fragmentaire. Enfin, comme je vous l'ai présenté, il y a quand même assez de caractères, même pour le rapprocher d'un Gorgonops, et pour au moins exclure une affinité avec les taxons russes, qui ont généralement beaucoup plus de dents postcanines et qui sont beaucoup plus espacées. Donc on pouvait au moins faire ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont plus ou moins fait implicitement ici, puisqu'ils ils l'ont inclus dans un clade de Gorgonopsien tout en excluant ici l'Icosuchus. Donc ils ont bel et bien fait une hypothèse sur la position phylogénétique de ce Gorgonopsien, même si on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais voilà. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ils l'avaient pas inclus dans leur phylogénie, parce que ça aurait été une information en plus, et ils auraient pu nommer une espèce. Mais ça, j'imagine que ça viendra. On est encore face à un cas, à mon avis, on est en train de diluer la sauce pour essayer de l'étaler le plus possible, et donc ça va faire un deuxième article dans Nature à tous les coups. Ils ont essayé de pas tout balancer la sauce dans le même article. Ce qui est un peu dommage pour nous, pauvres mortels, qui essayons de comprendre ce qui se passe. Voilà. On reste avec les dents de sabre, mais cette fois on va parler de tigres à dents de sabre, et notamment de comment les êtres humains de la culture Clovis, donc la culture Clovis qui est une des premières cultures qu'on retrouve en Amérique du Nord, qui n'est plus la première depuis qu'on a daté la conquête de l'Amérique du Nord par les êtres humains à quasiment 25 000 ans, mais la culture Clovis qui est donc à peu près 12 000, 13 000 ans, pendant très longtemps on a cru que c'était les premières cultures nord-américaines à débarquer sur ce continent, par le détroit de Bering, et cette culture Clovis, eh bien il y a une équipe de chercheurs qui s'est demandé qu'est-ce qu'ils mangeaient, et la réponse qui est venue grâce aux isotopes du carbone, donc l'analyse géochimique des ossements et des dents à partir des isotopes du carbone, a montré qu'ils avaient un régime alimentaire très proche de Homo therium, c'est-à-dire très proche d'un tigre à dents de sabre. Et ça, c'est quand même assez fou. Donc vous avez ces humains qui ont débarqué en Amérique du Nord et qui mangeaient comme des super carnivores. C'est-à-dire que vous avez Canis ici, Canis qui est normalement qui a un régime alimentaire
assez carnassier, enfin pour les loups, hein, je veux dire, les loups ont un régime alimentaire assez carnassier, et là il est encore au-dessus, notre humain de Clovis, de la culture Clovis. Et alors là où c'est intéressant, c'est aussi qu'ils ont analysé, il y avait la maman, donc ils ont analysé les os d'une maman, mais il y avait aussi un bébé avec. Un bébé d'à peu près 1 an, et ils ont aussi analysé ces isotopes, et alors le bébé, vous voyez que ça, le fait de consommer du lait maternel, ça dilue un peu les isotopes, et donc il retombe dans les herbivores ici, donc aux côtés du mammouth, aux côtés du cerf, etc. Donc le lait maternel, en fait, crée une espèce de fractionnement des isotopes du carbone, enfin non, en l'occurrence, c'est plus un fractionnement de l'azote, d'ailleurs, je regarde ici. On a les isotopes du carbone en bas, mais en réalité, cette différence verticale, là, c'est surtout des isotopes de l'azote. Donc bref, c'est intéressant de voir que les êtres humains qui ont débarqué de la Béringie étaient des super carnivores. Alors ça vient certainement du fait qu'ils vivent en très très haute latitude, et à très très haute latitude, on peut pas exactement compter, surtout l'hiver, on peut pas exactement compter sur un apport végétal majeur, donc il faut chasser, hein, c'est comme les Inuits aujourd'hui, hein, on est essentiellement chasseurs, et donc il faut l'hypothèse que ce régime super carnivore, là, ces nouveaux super prédateurs qui arrivent sur le continent américain avec la culture Clovis, vont avoir une responsabilité non négligeable dans l'extinction des mammouths, notamment, puisque comme vous le voyez, leur régime alimentaire principal, c'est le mammouth. Le mammouth et les cervidés à moindre mesure, donc c'est essentiellement les mammouths et les cervidés qui vont morfler à l'arrivée des Clovis, et c'est exactement ce qu'on voit dans le registre fossile, à savoir que c'est les mammouths qui vont péricliter en premier, et ça c'est assez cohérent avec ce qu'on retrouve dans le registre archéologique, à savoir des grandes scènes de boucherie, enfin des grands sites qui préservent des scènes de boucherie de mammouths en Amérique du Nord, exactement à cette époque, et donc ça c'était il y a 13 000 ans, et donc 10 000 ans, quelques milliers d'années après, les populations de mammouths vont péricliter, alors dû à l'arrivée des Clovis, mais aussi il y a un changement climatique qui a lieu à la même époque, qui est d'ailleurs plus ou moins responsable de l'arrivée des Clovis, hein, puisque c'est ce changement climatique qui va libérer des terres au niveau du détroit de Bering, et qui va permettre la traversée de plus en plus de populations, amenant donc avec eux ce régime super carnivore c'est une sorte de boucle de l'enfer pour les pauvres mammouths, c'est-à-dire que non seulement le climat change et c'est pas bon pour eux, enfin le climat se réchauffe et c'est pas bon pour eux, mais en plus vous avez un nouveau prédateur qui débarque et c'est encore moins bon pour eux. Donc toutes les planètes se sont alignées contre les pauvres mammouths à la fin du Pléistocène et au début de l'Holocène. Et c'est ce que nous apprend ce nouvel article paru dans, je l'ai pas dit tout à l'heure, Science Advances, donc Science, en gros. Hominidés anciens toujours, et là on va passer un bon gros moment à parler d'hybridation entre Homo sapiens et Néandertal, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont sortis sur ce sujet ce mois-ci, hein. Le Père Noël a été généreux, d'ailleurs, vous voyez que la revue Science c'est pareil aux couleurs du Père Noël, hein. On a du rouge et du blanc, pour cette infographie, du rouge et du blanc couleur Coca-Cola pour nous parler de Néandertal et de ces hybridations multiples avec Homo sapiens. En fait pas si multiples que ça, nous apprend ce nouvel article. En réalité, ce nouvel article qui a inclus une quantité phénoménale de génomes, 334 génomes humains modernes et 59 d'individus qui vont de 45 000 à 2000 ans, donc 59 génomes anciens. Tout ça mis dans un gros pot-au-feu scientifique et génétique pour nous en tirer une substantifique moelle. Et cette moelle, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il n'y a eu qu'un seul grand événement d'hybridation. Un seul grand événement d'hybridation, mais qui a duré... Alors, la vulgarisation un petit peu abusive nous dit c'est un événement qui a duré 7000 ans. C'est pas exactement ça qu'ils disent dans l'article. Ce qu'ils disent dans l'article, c'est que ça a eu lieu il y a à peu près 46 000 ans, avec un intervalle de confiance entre 45 600 et 47 000 ans. Voilà, donc il y a un intervalle effectivement il y a un intervalle de confiance, mais eux ils disent pas que ça a duré 7000 ans. Ça c'est pas ça qu'ils disent, c'est 46 000 ans, autour de 46 000 ans, avec un intervalle de confiance.
mais en tout cas, j'ai pas lu dans cet article qu'à aucun moment il disait ça a duré 7000 ans, l'hybridation, l'événement d'hybridation. Donc comment ils en sont arrivés là? Bah tout simplement en calculant, au final, ils ont réussi à trouver donc 16 individus qui ont vécu entre 40 000 et 20 000 ans et qui avaient des traces d'hybridation avec Néandertal. Ils ont calculé que ces traces d'hybridation avec Néandertal avaient eu lieu entre 321 et 950 générations avant que ces individus soient nés, en quelque sorte. Bah, c'est pas en quelque sorte, c'est exactement ça. Donc, on a des individus, 16 individus issus de l'hybridation, donc des paléo-individus, des individus qui sont anciens, entre 40 000 et 20 000 ans, qui portent des traces évidentes d'hybridation avec Néandertal. Ces traces d'hybridation, on peut dire qu'elles ont eu lieu entre 321 et 950 générations, et donc ça vous donne un intervalle, en fait, vous calculez le nombre de mutations par rapport au nombre de générations, et ça vous donne un intervalle de temps. Donc cet intervalle de temps, donc 46 000 ans, plus ou moins 45 000, 47 000 en gros. C'est ça, c'est comme ça qu'ils ont fait pour calculer cet intervalle de temps. Et donc ça dit que du coup il y a eu qu'un seul grand événement d'hybridation avec Néandertal à la sortie des êtres humains d'Afrique. Et surtout ça ramène cet événement d'hybridation à seulement 46 000 ans. Et ça, déjà, ça fait pas mal réfléchir, parce que seulement 46 000 ans, c'est relativement récent, finalement. On est très tard dans l'histoire de la sortie d'Homo sapiens d'Afrique. Homo sapiens, il commence à sortir d'Afrique, alors, tout dépend qui vous écoutez, mais en gros, le canon actuel, c'est que ça commence à 120 000 ans, et il y a eu une première vague il y a 120 000 ans qui n'a rien donné, qui s'est arrêtée dans le Levant, et il y a eu une régression immédiate de sapiens en Afrique après ça. Vous avez une deuxième vague qui aurait eu lieu ensuite à 80 000 ans, et c'est cette vague-là qui serait devenue la vague de sapiens qu'on connaît aujourd'hui et qui s'est répandue partout dans le monde. Donc là, ça veut dire qu'en gros, il y a eu plus de 40 000 ans. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu plus de 40 000 ans, enfin près de 40 000 ans sans hybridation? Non. Par contre, ça veut dire que toutes les branches avant se sont éteintes. Toutes les branches de sapiens qui sont sorties d'Afrique avant 46 000 ans et qui sont rentrées en contact avec Néandertal, toutes ces branches qui se sont hybridées avant 46 000 ans se sont éteintes, puisque nous n'avons pas hérité nos gènes néandertaliens de ces populations-là. Donc s'il y a eu sortie d'Afrique avant et hybridation avant, eh bien ça ne s'est pas préservé dans notre génome, ça veut dire que c'était des cul-de-sac évolutifs, tous ces gens-là. Ça fait réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, et ça fait réfléchir à la possibilité qu'en fait il y a eu énormément de vagues de migration en dehors d'Afrique, direction l'Europe, qui n'ont rien donné. Ça fait réfléchir à cette possibilité-là, et c'est d'ailleurs ce que dit l'article. Un autre article qui est paru, lui, dans Nature, et qui en arrive exactement aux mêmes conclusions avec juste une méthode différente. Eux, ils ont focalisé sur un individu, des individus qui venaient d'un site en Allemagne, des individus néandertaliens, et donc ils arrivent aux mêmes conclusions, à savoir une hybridation autour de 45 000 ans, et surtout que les populations d'humains modernes plus vieilles que 50 000 ans représentent d'autres populations qui n'ont rien donné, enfin des cul-de-sac évolutifs comme je le disais. Donc eux, ils concluent littéralement, si vous avez plus de 45 000 ans, vous êtes des cul-de-sac évolutifs. Eux, ils y vont à fond. Moi, je dis pas forcément, puisque il y a pu y avoir hybridation entre les hybrides néandertals et les 100% sapiens qui étaient déjà là sur place depuis longtemps. C'est cette dilution du génome néandertalien, elle a pu avoir lieu aussi bien avec des représentants des mêmes populations que ceux qui se sont hybridés, qu'avec des populations préexistantes. Ça peut arriver. Et on sait de toute façon qu'il y a eu plusieurs vagues de migration en dehors d'Afrique. Comme je vous l'ai dit, il y a celle qui a eu lieu il y a 120 000 ans, 120 000 ans, et puis il y a celle qui a eu lieu peut-être il y a 200 000 ans, parce que je rappelle qu'il y a le crâne en Grèce d'Apidima, qui est un crâne, en tout cas avec une morphologie très sapiens, et qu'on retrouve aux côtés d'un Néandertal. Ça conclurait, ou en tout cas ce second article paru dans Nature, conclut assez abruptement que c'était des cul-de-sac évolutifs. Et cet article, il nous apprend d'autres choses assez intéressantes, donc comme il y a une couverture génétique beaucoup plus grande que dans les précédents articles, ils peuvent tracer plus de conclusions, et notamment que notre ancestralité néandertalienne
elle est pas seulement de 20%. Vous avez certainement entendu ça. Donc on avait chacun d'entre nous pris individuellement, nous avons entre 2 et 4% de gènes néandertaliens en nous. En tout cas, si vous êtes de descendance eurasiatique. Mais par contre, si on met tous ensemble, en tant que population eurasiatique, nos gènes néandertaliens bout à bout, ça fait 20% du génome d'Homo sapiens qui peut avoir une ascendance néandertalienne. Là, eux, avec leur nouvelle couverture, ils vont quand même jusqu'à dire que ça va jusqu'à 61,7%. 61,7% si on recolle tous les morceaux, ça fait quand même plus de la moitié du génome des Eurasiatiques qui peut être néandertalien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça change rien au fait que nous, maintenant, pris individuellement, on n'a plus que 2 à 4% de génome. Mais si on les met tous ensemble bout à bout, ça peut donner la moitié du génome. Bon, ce qui est plus ou moins la conséquence attendue d'un événement d'hybridation, soyons tout à fait honnêtes. Mais là où c'est intéressant, en fait, alors, ceci étant dit, avant qu'on commence à me dire qu'on est 50% néandertalien, il précise juste en dessous que le chromosome X a 20% de son génome qui est d'origine néandertalienne, et que ces segments du chromosome X ne sont pas uniformes et ne sont pas distribués de façon aléatoire. Et s'ils le précisent là pour le chromosome X, que c'est pas distribué de façon aléatoire, ça veut dire que ça, là, ici, c'est 61,7% du génome néandertalien dispersé dans le génome de Sapiens à travers le monde. Ils sont un peu aléatoires. Et ça veut dire qu'en gros, ça peut être des fragments du génome dans des séquences notamment non codantes. Ça peut être des séquences non codantes. Donc et d'ailleurs, c'est ce que ça sous-entend très clairement. À savoir que sur le chromosome X, c'est des choses qui ont bouffé de la sélection naturelle, donc c'est des séquences codantes. Et c'est pour ça qu'elles sont distribuées de façon non aléatoire, mais par contre, le reste, là, a priori, ce serait plutôt du non codant, et donc plutôt du aléatoire. Du moins, l'opposition de ces deux phrases sous-entend clairement que beaucoup de ce que Néandertal nous a refilé, c'est du non-codant. Et c'est distribué de façon aléatoire, et c'est d'ailleurs pour ça que que nous, pris individuellement, on en a que 2 à 4%. Mais quand même, il y a un petit peu de codant dans cette histoire, et dans ce petit peu de codant, il y a des gènes qui jouent un rôle dans la transmission neuronale. Donc c'est des gènes qui sont importants pour le développement de votre cerveau, quoi, en gros. Et surtout, il y a des gènes qui jouent un rôle dans la pigmentation de la peau, BNC2 notamment. BNC2, qui a une fréquence de 22% dans les individus qui sont plus vieux de 30 000 ans et de 65% chez les individus modernes. Donc c'est un gène qui nous vient de Néandertal et qui a été sélectionné positivement de telle sorte que sa fréquence a augmenté dans les populations modernes. Et ça veut dire que la pigmentation de la peau, si vous aviez entendu justement par le passé, oui, alors la pigmentation de la peau, elle vient en partie de Néandertal, et puis après il y a des gens qui ont dit mais non, en fait ça vient pas de Néandertal. Bon en fait là ils disent si. Contrairement à de précédents articles qui avaient rejeté cette sélection sur BNC2 et sur les gènes responsables de la pigmentation de la peau, en fait si. Donc Néandertal a effectivement, contrairement à ce qui avait été dit avant et en lien avec ce qui avait été dit encore plus avant, Néandertal a bel et bien contribué à rendre notre peau plus claire, notre peau eurasiatique plus claire. C'était une idée qu'on avait abandonnée et que finalement, on a récupéré. Et donc ça veut dire que la plus grande migration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la plus grande migration hors d'Afrique a eu lieu pas plus tard que 43 500 ans. Voilà, 43 500 ans, donc c'est probablement le plus gros événement de migration d'Afrique, et qui a aussi provoqué l'hybridation avec Néandertal. Hybridation qui va donc nous refiler un gros paquet de gènes néandertaliens qui va ensuite se diluer dans la population sapiens au fil des milliers d'années, rendant cet événement d'hybridation finalement assez anecdotique aujourd'hui dans notre génome. Et puis dans Nature, toujours, il y a eu un article qui est sorti, alors je vais vous montrer une version qui est une version préprint, mais l'article est sorti, il est sorti dans Nature Communications, je crois, et c'est un article en fait qui, alors si vous l'avez vu passer dans vos réseaux,
vous l'avez certainement vu passer sous une forme un petit peu putassière, où vous aviez un espèce de communiqué de presse qui disait que Néandertal ne s'est jamais hybridé avec Homo sapiens. Ce sont des foutaises, ça n'a jamais eu lieu. Qui a beaucoup tourné d'ailleurs dans le web francophone, puisque ce sont des chercheurs du CNRS qui ont proposé cet article-là. Donc ce sont des chercheurs francophones et du coup ça a beaucoup tourné sur les médias français. Néandertal ne se serait jamais hybridé avec Sapiens, disait ce communiqué de presse. Alors non, c'est pas ça que l'article dit. Ce que l'article dit, c'est qu'il existe un monde où on peut expliquer qu'il y ait des gènes de Sapiens, qu'il y ait des gènes de Néandertal chez des populations de Sapiens, sans pour autant passer par l'hypothèse d'une hybridation. C'est ça que dit cet article. Donc il existe une théorie, un monde théorique, où on peut arriver à expliquer pourquoi il y a des gènes de Néandertal chez Sapiens sans pour autant faire appel à une hybridation. Et ce modèle théorique, c'est ce qui est résumé dans cette figure-là. Donc comme c'est un préprint, les figures sont toutes à la fin. C'est ce qui est résumé dans cette figure-là, en fait. Donc vous avez des populations ancestrales. Deux populations ancestrales, une population A et une population B. Ce sont des généticiens des populations qui ont fait cet article, donc ils réfléchissent en termes de population. C'est d'ailleurs leur contribution à la discussion, on va dire, c'est de réfléchir justement en termes de population et pas juste en termes de gènes, de poules génétiques. Donc on imagine une population A et B, enfin deux populations A et B. B donne naissance, donc ce sont les populations que eux disent être l'ancêtre africain de Néandertal et de Sapiens. Donc B donne naissance à Néandertal, et Néandertal fait sa life dans son coin sans s'hybrider avec Sapiens, et pendant ce temps-là, donc A et B continuent d'évoluer en Afrique jusqu'à donner naissance à Homo sapiens moderne, avec la population C ici qui serait l'Homo sapiens d'Eurasie, en fait. Donc cet Homo sapiens d'Eurasie ici est issu de la population B, qui elle-même a donné naissance à Néandertal, ce qui veut dire que ici vous avez dans la population B des gènes de Néandertaliens, et que si vous échantillonnez à la fin entre, là c'est les taches blanches, donc ces taches blanches là c'est un peu bizarre comme façon de présenter, mais bref, ces taches blanches c'est ce que vous échantillonnez à la fin comme gènes, et donc si vous échantillonnez des gènes de Néandertaliens et des gènes de la population C, comme Néandertal et la population C sont issus d'un même ancêtre en commun, ils vont avoir des gènes en commun, alors que la population A, qui elle n'a pas de gènes en commun avec Néandertal, va avoir l'air complètement différente. Donc vous allez avoir une population d'Homo sapiens C qui va partager des gènes avec la population de Néandertal ici, N, alors que A, elle, va sembler être pure, entre guillemets, donc sans événement d'hybridation. Donc A, c'est votre Homo sapiens africain, C, c'est eurasiatique, donc on va retrouver eurasiatique avec des gènes de Néandertal, non pas par hybridation, mais par ancestralité commune. Donc ça, c'est le modèle qu'il propose pour dire, voilà, ça peut expliquer aussi pourquoi on se retrouverait avec des gènes de Néandertal au sein d'une population de sapiens. Et c'est exactement ce qu'ils disent ici, vous voyez. Donc on a A et B qui apparaissent sur le continent africain, métapopulation A, métapopulation B. B donne naissance à la population de Néandertal, donc la population de Néandertal apparaît quand la population B colonise l'Eurasie, donc la population B donne naissance à Néandertal, et après cette séparation, notre modèle dit que MA et MB, donc les deux populations africaines dont on parlait tout à l'heure, les deux métapopulations, vont donner naissance à Homo sapiens, alors que en Eurasie, la population MN va devenir Néandertal. Donc c'est exactement ce schéma que je viens de vous présenter. Donc dans cet univers-là, dans cette dimension de l'existence-là, on peut imaginer que Sapiens et Néandertal partagent des gènes sans pour autant s'être hybridés. Le problème avec cette théorie-là, c'est que si ce monde était vrai, alors dans les analyses phylogénétiques, Néandertal se brancherait quelque part entre Homo sapiens africain
et Homo sapiens eurasiatique. Donc en fait, Néandertal ferait partie intégrante d'Homo sapiens. Et alors pour ceux qui sont prêts à me répondre, bah attends, Néandertal c'est pas Homo sapiens néandertalensis, non, là, Homo sapiens, enfin Néandertalensis ferait partie d'Homo sapiens sapiens. Si vous voulez réfléchir à l'ordre sous-spécifique, voilà, Néandertal ne serait pas seulement sapiens néandertalensis, ce serait à sapiens sapiens. Pour que ce scénario évolutif soit vrai, en fait, ça veut dire que quand on fait tourner une phylogénie de façon aveugle, sans prendre en compte du tout le concept d'échange de gènes, etc., sans faire l'hypothèse qu'il y a eu hybridation, donc ce qu'on faisait de base, je veux dire, depuis le milieu des années 90, depuis qu'on a séquencé les premiers gènes de Néandertal, le génome mitochondrial, on faisait tourner des analyses phylogénétiques, et ce qu'on trouvait, c'est qu'on avait Néandertal, groupe frère de Sapiens. Bon ben non, ce serait pas le cas là. C'est pour que cette hypothèse-là fonctionne, Néandertal doit se brancher à l'intérieur de l'arbre évolutif d'Homo sapiens entre les populations africaines et les populations eurasiatiques. Donc, en fait, il faut imaginer ça comme un arbre phylogénétique où, en fait, ici, vous avez la racine africaine, les Homo sapiens africains ici, et la branche qui va à Homo sapiens néandertal ici, qui se branche avec Homo sapiens eurasiatique. Donc, Néandertal serait le groupe frère des sapiens d'Eurasie. Donc, existe-t-il un monde où Sapiens ne s'est pas hybridé avec Néandertal? Oui, mais nous ne vivons pas dans ce monde, comme l'ont démontré d'ailleurs les 2 articles précédents. Et c'est pour ça que je disais que la communication autour de cet article a peut-être pris un peu trop les devants sur les conclusions réelles de l'article en question. On continue avec Néandertal, avec maintenant des articles qui vont nous parler de l'intelligence de Néandertal, les capacités intellectuelles de Néandertal. Le premier étant un article qui nous parle de la collectionnite. Alors vous en avez peut-être entendu parler par Archaeotoys, parce qu'il avait exprimé son envie de vouloir en faire une vidéo de cet article, parce que Archaeotoys, il a la collectionnite aiguë. Et donc il voulait nous parler de Néandertal, qui aurait été le premier être humain à avoir la collectionnite aiguë, et notamment la collectionnite de fossiles. Donc Néandertal, collecteur de fossiles, Néandertal, enfin collectionneur de fossiles, premier paléontologue qui aurait ici rassemblé 15 fossiles qui viendraient du Crétacé supérieur de l'Espagne. 15 fossiles de petits coquillages, voilà, des petits coquillages comme ça, du Crétacé supérieur d'Espagne, qui auraient été rassemblés par Néandertal dans un abri sous roche quelque part en Espagne. Et ces petits coquillages, il n'en a rien fait de particulier apparemment. Contrairement à des cas précédents où on avait pu voir, par exemple, il y avait en Italie notamment un coquillage pareil, daté de l'époque néandertalienne, qui avait été couvert d'ocre, donc qui avait possiblement une fonction ornementale. On avait découvert à Darcy-sur-Cure, en France, dans une grotte, il y a des Néandertals qui avaient collecté pas mal de petites choses, pas mal de petits objets, dont des coquillages, et qui cette fois avaient été taillés de telle sorte qu'on pouvait nouer une corde autour du fossile, donc faisant ainsi de ce fossile une perle dans un collier, une perle dans une parure. Donc on savait déjà en fait que Néandertal collectait des coquillages pour en faire des choses par-ci par-là. Là, c'est la première fois, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans cet article, c'est la première fois qu'on constate que Néandertal a collecté des fossiles pour apparemment ne rien en faire de particulier. Donc c'est vraiment de la collectionnite aiguë. Ce qu'on pourrait appeler de la collectionnite aiguë. Alors la discussion nous dit que on sait pas ce qu'il en faisait, voilà, tout simplement, mais que c'est un nouveau niveau de complexité comportementale, on va dire, parce que collecter quelque chose parce que on pense en faire quelque chose de beau, c'est déjà quelque chose en soi, mais alors collecter quelque chose juste parce qu'on en a envie, parce que c'est tout, parce que comme ça, ça c'est un comportement humain qu'on ne connaît pas chez d'autres espèces. Généralement, les autres espèces arrivent quand même à en faire quelque chose, quoi. Ils collectionnent pas des trucs juste pour collectionner des trucs, ils en font quelque chose. Et là, ce serait la première fois que un être humain aurait collectionné des trucs pour ne rien en faire du tout. Et ça, c'est intéressant. Encore que, il y avait des cas déjà répertoriés. On en avait d'ailleurs parlé moi-même et mes collègues dans cet article-là, paru dans South African Archaeological Bulletin,
dans cet article où on rappelait justement le registre fossile assez riche de la collecte de fossiles, justement, enfin le registre archéologique de la collecte de fossiles, donc c'est l'archéologie de la paléontologie si vous préférez, où en gros, toutes les espèces humaines qui ont pu par le passé collecter des fossiles. Donc il y a évidemment Homo sapiens moderne, mais il y a aussi Homo sapiens archaïque au Maroc, ce qui est d'ailleurs rappelé ici, hein, c'est le site d'Erfoud, où il y a cette espèce d'orthocère qui avait été collecté par Homo sapiens archaïque. On a Néandertal qui a collecté masse de fossiles, c'est ce que eux-mêmes rappellent dans leur article. Ici, toute cette carte, tout ça, ce sont des points époque néandertalienne. Alors c'est pas facile de dire si c'est Néandertal ou pas. En Afrique du Nord, typiquement, ça a plus de chances d'être Sapiens que Néandertal, mais bon, c'est époque Néandertal. Et vous voyez qu'il y a masse d'endroits dans le monde, enfin en Europe, où Néandertal a collecté des fossiles. Il y a notamment ce magnifique silex taillé, je vais vous le mettre à l'écran maintenant parce qu'il est trop beau, ce silex taillé, où il y a un coquillage fossile du Crétacé au milieu du silex, et ils ont taillé le biface autour du coquillage. C'est prodigieux, quoi. Les Néandertals, ils aimaient les fossiles, quoi, et ça on le sait depuis longtemps. Comme je dis, la nouveauté de cet article, c'est pas de dire que le Néandertal collectait les fossiles, c'est que là, en l'occurrence, il avait la collectionnite. c'est vraiment c'est pas le terme qu'ils emploient, mais voilà, en français, on connaît le terme collectionnite. Mais on peut faire remonter ça jusqu'à des espèces plus anciennes, Homo erectus, par exemple, en Inde, et aussi Australopithecus, jusqu'à Australopithecus ou Homo habilis, parce que c'est entre 3 et 2,5 millions d'années, on n'est pas sûr. Dans la grande de Makapangsrat, qui jusqu'à présent n'a donné que des australopithèques, donc on suppose que c'est australopithèque, mais ça peut être aussi Homo habilis, qui avait collecté ce caillou-là. Et ce caillou-là, c'est un caillou qui normalement est utilisé, c'est une pierre, on appelle ça de la jaspérite, c'est une pierre qui est normalement est utilisée pour tailler des outils, sauf que celle-là, ils l'ont pas taillée. Ils l'ont collectée, ils l'ont ramenée dans la grotte, et ils en ont rien fait du tout. Et la raison pour ça, on pense, c'est que il y avait des yeux et une bouche. Et donc, peut-être que cette pareidolie a fait réfléchir nos ancêtres sur les qualités intrinsèques de ce caillou. Je ne sais pas, on ne sait pas, personne ne sait. Pourquoi faire l'effort, sachant qu'en plus il fallait qu'il fasse à peu près 30 bornes pour aller chercher ce caillou à l'époque. Donc bon, à peu près, avec des gros peu près quand même. Hein. Mais on sait qu'il fallait qu'il fasse au moins 30 km pour aller chercher des cailloux. Donc si vous voulez faire 30 bornes pour aller chercher une caillasse, pour la ramener jusqu'au camp et rien en faire, c'est suspect, c'est curieux. Et du coup, quand on s'est posé la question, mais pourquoi avoir fait tous ces efforts-là, ce qui saute aux yeux, c'est quand même qu'il y a un visage sur ce caillou. Il y a un visage. Alors c'est qu'une pareidolie, c'est pas eux qui l'ont taillé, ce visage, hein. C'est naturellement dans la roche comme ça. C'est juste un galet qui s'est usé, ça a donné une pareidolie de visage. Mais peut-être que ça les a fait réfléchir sur leurs propres conditions. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Mais c'est pas la première fois du coup que les hominidés collectent des trucs sans rien en faire. Par contre, le nombre, là par contre, ils ont l'avantage du nombre. Là, c'est assez évident que, d'une part, c'est assez évident pourquoi ils les ont pris, parce que c'est des fossiles, et c'est assez évident qu'ils en ont pris plein pour en faire du rien. Et ça, n'est-ce pas une forme d'art en soi, hein, finalement? Faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, est-ce que c'est pas une forme d'art en soi? Est-ce que c'est pas une performance artistique? Petit bémol néanmoins à cette étude, c'est MDPI. Et MDPI, c'est un éditeur supposé, fortement suspecté de possiblement être un prédateur. Donc j'ai lu l'article, il y a rien d'horrible dans cet article, il y a aucun drapeau rouge, hein. Je veux dire, tout est cité, tout est référencé, tout est bien présenté, tout est nickel, c'est bien écrit, c'est tout ça. Donc il y a des articles publiés dans MDPI qui sont littéralement des brouillons. Il y a des articles publiés dans MDPI qui sont juste des morceaux d'opinion un peu sales. Il y a beaucoup d'articles dans MDPI qui sont pas mal, qui passent très bien. Je veux dire, donc bon.
Là, en l'occurrence, c'est quand même un peu bizarre qu'ils aient choisi de publier un truc quand même comme ça. Ça aurait pu facilement sortir dans un des journaux prestigieux que je vous ai montré plus tôt, au moins Nature Communication ou Nature ou Science Advances ou un truc comme ça, quoi. Un truc pareil, ça aurait pu sortir ailleurs, dans un truc beaucoup plus prestigieux. Je sais pas pourquoi ils sont allés dans MDPI, pour être tout à fait honnête. J'aurais eu plus confiance si ça avait été publié dans un journal un peu plus reconnu, on va dire. Parce que je rappelle, hein, ce qu'on paye quand on paye des frais de publication, c'est on paye la confiance. On paye le prestige du journal et on achète, on loue en quelque sorte une espèce d'indice de confiance, on va dire. Et pour terminer sur Néandertal, intelligence toujours, avec ce nouvel article, donc dans Quaternary Science Reviews, qui nous présente un possible, mais alors très possible, très possible, mais pas forcément super bien préservé, mais un possible four pour fabriquer du goudron, mais du goudron entre guillemets artificiel, à savoir que pour fabriquer du goudron, en fait, il faut mettre alors si j'ai bien compris, parce que je suis pas archéologue, mais je suis pas archéologue et je suis pas expert en goudron, mais en gros, il faut, pour fabriquer du goudron artificiel, entre guillemets, enfin une espèce de colle goudronneuse, il nous montre ça un peu plus loin, voilà ça. Pour fabriquer cette espèce de colle résine, cette résine goudronneuse, en fait, il faut creuser un trou, faire chauffer le trou, donc créer un charbon, mais un charbon très très chaud, quoi, vraiment un charbon, un gros barbecue, mais violent, quoi. Et une fois que le charbon est que la chaleur est absolument insoutenable, en gros, vous balancez des branches de résineux, et il faut enterrer. Et en fait, c'est la combustion de ces branches de résineux sans oxygène qui va transformer la résine en cette espèce de colle hyper goudronneuse que vous voyez là. Et apparemment, alors on savait que Homo sapiens pouvait faire ça, évidemment. On ne savait pas que Néandertal pouvait le faire, et donc ça, ce serait la première fois qu'on qu'on suggère que Néandertal était capable de le faire. Alors ils ont retrouvé un trou avec des traces pyrogéniques évidemment, donc des charbons, et aussi des traces alors de lévoglucosane et de réthène, qui sont du coup des issus de la combustion de ces plantes résineuses. C'est, comme vous pouvez le deviner, pas évident de faire la différence entre un trou rempli de branches de sapin qui a cramé et on a jeté de la terre dessus pour l'éteindre et puis basta, on s'est barré, avec un four à goudron comme je viens de vous le décrire. Vous vous rendez bien compte qu'on arrive 40 000 ans après la guerre. D'ailleurs, c'est à Gibraltar il y a 60 000 ans, donc c'est pas 40 000 ans. On arrive 60 000 ans après la guerre. 60 000 ans à Gibraltar, on est certain que c'est Néandertal. Du coup, on arrive sur un site où on n'est pas sûr que les êtres humains qui vivaient là étaient capables de le faire. Donc c'est compliqué de faire la différence, voilà, entre un simple trou rempli de résineux qu'on aurait juste bouché pour l'éteindre et puis ça fait du goudron, mais bon, ils s'en sont pas rendus compte. Ou bien est-ce que c'était intentionnel? Mais en tout cas, ça a fait du goudron, d'après eux. Et si Néandertal était capable effectivement de cuisiner du goudron comme ça, ça rajoute une case de plus à l'intelligence de Néandertal. Hein. Je rappelle qu'on a les peintures à El Castello, je rappelle qu'on a les tresses. Ils étaient capables de tresser des fibres pour faire de la corde. Hein, ce qui est quand même un autre niveau d'intelligence à juste utiliser une liane pour faire un nœud. Hein, là, je rappelle que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on ferait. Hein. La plupart d'entre nous, on ne sait pas tresser les fibres pour faire de la corde. Donc, respect pour Néandertal. Et puis, donc, faire ce goudron. Moi, personnellement, j'avais aucune idée de comment on était capable de faire du goudron, et je ne sais même pas si j'en serais capable. Viens, on va faire un trou dans le jardin et on va y foutre le feu pour voir si j'en suis capable. Donc bref, si c'est effectivement un four pour faire du goudron, ça rajoute une case de plus dans la technologie néandertalienne. Et ça, c'est quand même cool, parce que c'est pas un processus ni simple ni franchement intuitif de fabriquer du goudron. Et intelligence, mais cette fois on repasse à un niveau beaucoup plus large, à l'échelle des hominidés.
publié dans la prestigieuse revue PNAS, donc PNAS en français, en bon françois, un article qui étudie l'évolution de la taille du cerveau chez les hominidés, sauf que l'originalité de cet article, bon, c'est déjà d'utiliser une phylogénie, merci. Pas seulement pas seulement un graphe avec le temps d'un côté et la taille du cerveau de l'autre et on trace une droite là, non, on utilise une vraie phylogénie, et donc sur la base de données phylogénétiquement corrigées, étudie l'évolution de la taille du cerveau indépendamment dans chaque espèce humaine fossile, depuis les australopithèques jusqu'au genre Homo, et ça nous donne ce graphe-là. Ce graphe-là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bah, vous avez la taille de cerveau ici à la verticale, vous avez les dates ici à l'horizontale, et en fait, ce graphe-là, qu'est-ce qu'il vous montre? Bah, il vous montre que quand on prend les espèces individuellement, eh bien, ces espèces individuelles, alors les couleurs sont ici, donc ici, là, ça c'est Néandertal. En orange ici, cette courbe-là c'est Sapiens. Vous avez des paranthropes ici en rouge. Vous avez Homo erectus et Homo ergaster ici en bleu-vert. Et vous avez Australopithecus ici en bleu. Voilà. Donc Australopithecus, les paranthropes, les Homo habilis, Homo ergaster. Et ouais, c'est pas habilis et ergaster, pardon, c'est erectus et ergaster. Ici, vous avez Heidelbergensis. Je suis pas complètement sûr de ce qu'ils ont inclus dans Heidelbergensis pour être tout à fait honnête, donc on va faire comme si cette droite n'existait pas. Et Néandertal et Sapiens tout là-haut, en gros. Et donc, quand on prend ces espèces prises individuellement, ce qu'on constate en fait, c'est qu'on n'a pas seulement une augmentation globale de la taille du cerveau. Encore une fois, si on ignore Naledi et Floresiensis qui seraient par ici, hein, je le rappelle. Donc on n'a pas seulement une augmentation globale de la taille du cerveau, mais on a surtout une augmentation individuelle dans chaque espèce de la taille du cerveau. C'est-à-dire que chaque espèce a vu sa taille de cerveau augmenter indépendamment. Et ça, c'est nouveau comme observation, ça on s'en était jamais rendu compte en réalité. Enfin si, on s'en était rendu compte un petit peu pour Homo erectus, quand on considère que Ergaster et Erectus font partie de la même espèce, hein, de grand assemblage Homo erectus, Ergaster, effectivement, Ergaster d'Afrique, qui est plus ancien, a un cerveau plus petit que Erectus d'Asie, qui est plus récent. Donc on avait constaté qu'il y avait une augmentation de la taille de cerveau. Chez Sapiens, on avait aussi constaté une légère augmentation de la taille de cerveau. Alors, pour ceux qui sont pour ceux qui ont la meilleure culture sur l'évolution de la taille du cerveau, oui, Homo sapiens, la taille de cerveau diminue à l'Holocène, mais ici, ils se sont arrêtés à la fin du Pléistocène. Hein, c'est ce qu'ils disent dans leur matériel et méthode un peu plus loin. Voilà, ils sont partis de 7 millions d'années jusqu'au Pléistocène. Donc ils n'ont pas tenu compte de la diminution de taille du cerveau qui a lieu normalement juste ici, là, pouf. Homo sapiens, diminution de taille de cerveau qui n'a pas forcément de signification en termes d'intelligence, hein. Faut pas tout de suite imaginer que taille du cerveau et intelligence, il y a une corrélation de 100% entre les deux, hein. Il y a une grosse marge de manœuvre entre les deux. Et ça a probablement plus à voir, en fait, avec une diminution de la robustesse générale du squelette, hein, puisque je le rappelle que ce qu'on mesure là, c'est pas exactement la taille de cerveau, en réalité, c'est la taille de l'endocrâne, c'est-à-dire la taille de la capacité crânienne. C'est d'ailleurs ce qui est écrit ici. C'est la taille de la capacité crânienne, donc c'est la forme ostéologique la plus proche d'une taille de cerveau qu'on puisse avoir dans le registre fossile, hein. Et donc cette diminution de la robustesse générale du squelette, y compris de la robustesse du crâne, a pu s'accompagner aussi d'une diminution de la taille de l'endocrâne. C'est pas un gros problème en soi. Ça a pas une grosse significativité en soi en termes d'intelligence, hein. Après, il y a d'autres théories, évidemment, comme l'autodomestication qui sont passées par là, mais ça, c'est une autre question. Bref. Donc c'est nouveau d'observer que finalement, quasiment toutes les espèces humaines, toutes les espèces dominines, voient leur taille de cerveau augmenter indépendamment. Donc ça veut dire qu'en fait, pris dans un contexte phylogénétique, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas seulement une augmentation générale de la taille du cerveau le long de la lignée principale qui va de ici Sahelanthropus jusqu'à Homo sapiens, donc cette ligne-là, enfin cette branche-là de l'arbre en gros, le tronc, on va dire, général de l'arbre, mais on a aussi chaque petite branche, en fait, chaque petite branche de l'arbre, chaque petit rameau va développer sa propre augmentation d'encéphalisation, ce qui était impossible à voir dans une espèce de bouillie comme celle-là.
bouillie dans laquelle d'ailleurs il a pas oublié de mettre Floresiensis et Homo naledi. Mais bon, évidemment, avec un seul point, on fait pas une droite de régression. Hein. Il faut au moins 2 points pour faire une droite de régression, pour tracer une droite. Donc il n'aurait pas pu les ajouter à son graphe. Donc ça, c'est plus une limitation technique qu'autre chose. Donc voilà un article très intéressant qui nous montre justement la complexité de l'évolution de la taille du cerveau chez les hominidés, et qui nous rappelle du coup que si chaque espèce humaine peut indépendamment l'une de l'autre voir son cerveau, sa taille de cerveau augmenter, elle peut aussi la voir diminuer. Hein, l'augmentation de la taille du cerveau, ça n'est pas applicable que dans la lignée qui conduit à Homo sapiens. Elle est applicable dans quasiment toutes les lignées humaines. Quant à savoir pourquoi, ça, dans le prochain épisode, peut-être ou pas. Et pour en terminer avec les homininés, un dernier article sur l'évolution de la cage thoracique des homininés, avec cette comparaison des cages thoraciques d'Homo sapiens et de 2 néandertals complets, donc de Shanidar et de Kebara, et notamment celui de Shanidar qui nous vient du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient, pardon. Et dans cet article, en fait, ce qu'ils font, c'est comparer les tailles de cage thoracique d'Homo sapiens venant de plusieurs climats, donc notamment des climats froids en bleu, triangle bleu, de climats tempérés en rond vert, et de climats tropical en losange ici, ou en diamant si vous préférez, rouge. Et donc on a nos 2 néandertals ici en carré noir. Et donc ils comparent la taille, les dimensions, on va dire, de la cage thoracique entre Néandertal et Sapiens, en fonction de leur climat. Et ce qu'ils constatent, c'est déjà qu'il n'y a pas masse de différence. Hein, quand vous regardez, alors ça, c'est ce qu'on appelle des analyses en composantes principales. Et ces analyses en composantes principales, vous pouvez voir qu'il y a un très large chevauchement quand même entre les Sapiens de climat froid, les Sapiens de climat tempéré et les Sapiens de climat chaud. Très gros chevauchement, hein, on va pas mais il y a quand même un tout petit peu de signal là-dedans quand on regarde les moyennes. Quand on regarde les moyennes, qui sont ces espèces de formes, ces espèces de formes évidées que vous voyez là, quand on regarde les moyennes, on constate que sur l'axe 1 de cette analyse en composante principale, alors je vais pas réexpliquer ce que c'est qu'une analyse en composante principale, c'est le plus important, c'est juste de regarder l'axe 1. Voilà. Donc on regarde l'axe numéro 1, ici à l'horizontale, et s'il y a des différences sur l'axe horizontal, alors on est en droit de tracer quelques petites conclusions. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et alors ici, on constate que selon l'axe 1, on a la moyenne des cages thoraciques de Sapiens de climat chaud, de climats tropicaux, ici plutôt à droite, voire même franchement à droite, alors que les climats tempérés et froids, ici, sont tous les deux ensemble plutôt à gauche. Et on a Néandertal qui est très franchement vers la gauche ici. Donc ça veut dire qu'en gros, la cage thoracique des Néandertaliens est plus proche de celle d'Homo sapiens vivant dans des climats plutôt froids que dans des climats plutôt chauds. En moyenne. Et ce qu'en conclut cet article, eh bien, c'est que la cage thoracique des Néandertaliens, certes, quand on la regarde comme ça, elle a l'air d'être adaptée à un climat froid, parce que, alors vous connaissez peut-être la loi de Bergman qui dit que les formes d'une espèce en particulier ou d'un taxon en particulier qui vivent en climat froid ont un volume corporel beaucoup plus important, ils sont plus gros, voilà, ils sont plus robustes que les formes qui vivent dans les climats plus tempérés voire chauds. Donc quand on vit dans le froid, on est plus balèze que quand on vit dans un climat plutôt chaud. Ça se voit assez bien sur cette régression parce que si vous regardez là, vous avez la taille ici, centroid size, c'est la taille moyenne, on va dire, de la cage thoracique. Et là, vous avez en fait vous avez ici en climat tempéré, climat tropical, pardon, le plus grand individu en climat tropical, donc en allant vers la droite, il est ici à environ 2700, alors qu'en climat tempéré et en climat froid, il pousse beaucoup plus loin, au-delà de 3000. Quoi que ça veuille dire, hein, 2700-3000, c'est de la taille au centroïde, ça veut pas forcément dire, c'est pas forcément des millimètres ou des machins, c'est juste une unité comme ça, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est de voir que la taille relative c'est de la taille relative, voilà. La taille relative des cages thoraciques en milieu froid et tempéré va beaucoup plus loin
vers la droite que la cage thoracique des climats tropicaux. Donc c'est exactement ce qu'on appelle la loi de Bergman, à savoir on est plus massif quand on vit dans un climat plus froid. Et donc là, ça correspond à ce qu'on s'attendait, à savoir que Néandertal a effectivement une cage thoracique qui est plus proche de ceux qui vivent dans les climats froids, sauf que on est à Shanidar, et à Shanidar, il faisait pas froid. Donc ça veut dire qu'en fait, cette forme de cage thoracique est pas forcément une adaptation au froid. Alors après, ça peut être un simple atavisme, à savoir que Néandertal a de base évolué en climat froid, puis a conquis des climats plus tempérés, mais a conservé sa forme de cage thoracique. Pourquoi pas? Mais ça l'empêchait pas de vivre, n'empêche, dans un climat relativement tempéré, voire chaud. Donc c'est une remise en garde, encore une fois, de l'adaptationnisme, à chaque fois, vouloir trouver une adaptation dans absolument tout ce qu'on regarde. Non, voilà, la forme générale du thorax de Néandertal était certes adaptée à un climat froid, mais c'est peut-être pas pour ça qu'elle avait cette forme-là. La preuve, quand il est dans un climat chaud, il a quand même cette forme de cage thoracique-là. Voilà, c'est une petite mise en garde contre l'adaptationnisme facile, l'adaptationnisme pas cher. On continue avec la loi de Bergman, avec 7 articles parus dans Nature Communication, un article dont je n'aurais certainement pas parlé si Nota Bene n'en avait pas lui-même parlé. Alors, il en a parlé dans une petite vidéo short qui a fait beaucoup plus de vues que mon Paléo News n'en fera. Bon, ceci étant dit, y a pas de mal à essayer, allez-y, cliquez, partagez tout ça. Mais en vrai, Nota Bene en fait a parlé de cette publication, mais en se basant sur les médias, ce que les médias avaient pu en dire sur les communiqués de presse. Et les communiqués de presse, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Donc, et du coup, qu'est-ce que Nota Bene a dit en se basant dessus? Et ces communiqués de presse, ce qu'ils en ont dit, c'est pas fou. C'est pas fou. Ce qu'ils en ont dit, c'est qu'on avait un article qui enterrait la loi de Bergman. Bon, je viens de vous montrer que la loi de Bergman n'était pas enterrée du tout, déjà, on est en 2024 et la loi de Bergman n'est pas enterrée du tout. Mais donc, cet article, enfin, ce que disaient les médias à propos de cet article, c'est que cet article enterrait la loi de Bergman. Je rappelle, la loi de Bergman, plus on s'approche des pôles et plus on devrait trouver des animaux robustes, de grande taille. Alors cet article, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un énorme jeu de données de mammifères, de dinosaures, d'oiseaux, du Mésozoïque et du Cénozoïque. Ils ont fait de la grosse phylogénie de tout ça et ils ont regardé si chaque lignée, en fait, s'adaptait, enfin, montrait des adaptations cohérentes avec la loi de Bergman en fonction de leur latitude. C'est vraiment un jeu de données assez gigantesque, donc on peut pas leur enlever le fait qu'ils ont bossé, les gars. Ça, c'est clairement, ils ont fait un boulot de dingue. Donc ils ont pris ce jeu de données absolument énorme, fait des énormes phylogénies avec, et dans chaque lignée, donc, regardez si on avait une adaptation au froid, sous la forme d'une augmentation de la taille corporelle. C'est le proxy qu'ils ont utilisé pour regarder si la loi de Bergman fonctionnait, quoi. Donc, est-ce que les lignées qui s'adaptent à des latitudes plus élevées montrent un pattern d'évolution de la taille du corps qui est cohérent avec la loi de Bergman. Donc c'est évidemment, il faut regarder lignée par lignée, parce que si vous regardez juste s'il y a des gros dinosaures en haut et des petits dinosaures vers l'équateur, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Il faut regarder chaque lignée indépendamment, voir si à l'intérieur d'une lignée en particulier, les plus petits représentants se trouvent à l'équateur et les plus gros représentants se trouvent au pôle. Parce que sinon, de manière générale, non, on trouve plutôt des petits dinosaures au pôle. Donc ils ont regardé ça, et ce qu'ils trouvent, c'est que ça ne colle pas du tout avec la loi de Bergman, ce qu'ils trouvent, c'est qu'il n'y a pas du tout d'adaptation, enfin il n'y a pas du tout d'augmentation de la taille du corps en fonction de la latitude, sauf chez les oiseaux du Cénozoïque. Je rappelle qu'ils ont regardé tous les dinosaures, ornithischiens, sauropodes et théropodes, oiseaux inclus, et qu'ils ont aussi regardé les synapsides, mammifères inclus. Le tout pendant le Mésozoïque et le Cénozoïque. Et donc ce qu'ils trouvent, c'est que chez les dinosaures, il n'y a pas d'augmentation de la taille du corps quand on se rapproche des hautes latitudes, et ça marche pas non plus chez les mammifères, mais par contre ça marche chez les oiseaux du Cénozoïque. Et de fait, la loi de Bergman n'est pas enterrée, puisque elle marche encore chez les oiseaux du Cénozoïque, donc c'est effectivement pas tellement ce que l'article dit, que la loi de Bergman est morte et enterrée, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que, est-ce qu'on s'attendait réellement à trouver un effet de la loi de Bergman au Mésozoïque? Sachant qu'au Mésozoïque, il n'y avait pas de calotte glaciaire. Donc oui, il y avait probablement des différences de température entre l'équateur et les pôles,
Mais comme on ne descend pas dans des températures glaciales, est-ce qu'il y a vraiment justification à augmenter la taille du corps? Bah non, pas vraiment en réalité. Donc même s'il y avait des dinosaures au pôle pendant le Mésozoïque, ça inclut l'Antarctique et l'Alaska, bah on s'attend pas spécialement, sachant que la végétation qui les entourait était une végétation de climat tempéré classique pour l'époque en tout cas, bah on s'attend pas à autre chose qu'une non-applicabilité de la loi de Bergman dans ces conditions-là, quoi. Et puis il y a aussi le fait que les dinosaures, ils ont évolué essentiellement dans un régime pangéen. Hein, c'est ce que nous rappelle d'ailleurs cette figure-là, à savoir que au Jurassique, Trias et Jurassique, tous les continents sont encore plus ou moins liés. Et donc les dinosaures, ils sont capables de grandes migrations. Ils sont capables de se barrer. Si jamais ils se mettent à cailler, ils s'en vont. Et d'ailleurs, on le voit même jusque dans le Crétacé. Dans le Crétacé, on a beaucoup d'empreintes de pas de dinosaures qui sont supposément en train de migrer, là, des très très longues files d'empreintes qui suivent le chenal du milieu de l'Amérique, donc cette espèce de mer intérieure en Amérique. On a de très très longues files d'empreintes qui suivent ça, de dinosaures qu'on supposait être en train de migrer, ce qui a d'ailleurs été confirmé ensuite par des analyses isotopiques qui montraient que justement la végétation qu'ils mangeaient à un point A n'était pas celle qu'ils avaient digérée à un point B. Donc on voit sur les analyses isotopiques que les dinosaures herbivores, en tout cas, migraient sur de très très longues distances. Et de fait, pareil, on ne s'attend pas à ce que la loi de Bergman s'applique sur des animaux qui fuient le froid quand le froid arrive. Donc, est-ce qu'on s'attendait réellement à ce que la loi de Bergman soit applicable aux dinosaures du Mésozoïque? Non. Est-ce que du coup c'est une surprise de voir qu'elle ne s'applique pas aux dinosaures du Mésozoïque, mais que par contre sur les petits oiseaux du Cénozoïque, où justement là il commence à y avoir des périodes glaciaires, des vraies périodes glaciaires, là ça s'applique? Bah non, c'est pas une surprise. Les oiseaux ont vécu vivent encore aujourd'hui dans un climat qui autorise l'application de la loi de Bergman. Voir qu'elle ne s'applique pas aux mammifères, c'est une plus grosse surprise, à la limite. Puisque à la base, la loi de Bergman a quand même été définie par l'observation de mammifères, notamment les ours. Hein, les ours polaires étant vachement plus balèzes que les ours qu'on voit sous les tropiques. Les humains sont beaucoup plus petits et ratatinés et massifs quand on va vers les pôles que quand on va vers l'équateur, où ils sont plus grands et lancés, plus fins. Donc ça c'est cohérent avec la loi de Bergman, donc c'est un peu plus surprenant, on va dire, de constater qu'elle a pas l'air de fonctionner avec les mammifères au Cénozoïque. À la limite, ça c'est surprenant, puisque c'est quand même sur ça, à la base, que la loi de Bergman a été construite. Mais voilà, donc, Nota Bene, il est victime des médias qui ont un peu mal véhiculé l'idée que proposait cet article. Cet article, sa grosse conclusion, c'est pas la loi de Bergman n'existe pas. Cet article, sa grosse conclusion, c'est on a les moyens, et c'est ça, hein, c'est ce qu'il a écrit, hein, on a les moyens maintenant d'utiliser le registre fossile pour tester des hypothèses écologiques qui sont restées longtemps en suspens. C'est ça, la conclusion de l'article. La loi de Bergman étant un exemple, ils auraient pu utiliser n'importe quel autre exemple. En réalité, eux, c'est pas ça qui les intéressait, en fait. On continue avec les dinosaures. Ça nous a permis maintenant d'aborder les dinosaures et un nouvel article sur les dinosaures. Vous en avez certainement entendu parler. Cet article qui retrace l'origine, l'explosion des dinosaures durant le Trias et le début du Jurassique. Explosion d'autant plus glorieuse que cette évolution des tout premiers dinosaures nous est ici retracée avec de la merde, des coprolites, mesdames et messieurs, des coprolites scannés en grande partie au synchrotron de Grenoble d'ailleurs, qui ont l'avantage en fait de contenir une microfaune. Donc une microfaune ça va être des poissons, ça va être des petites dents, ça va être des insectes, ça va être des écailles, ça va être plein de choses, des fragments de plantes, etc. Donc l'étude en fait de ces coprolites va venir combler en quelque sorte un espèce de trou dans nos connaissances, trou qui est en fait que le registre fossile, en tout cas quand il s'agit d'ostéologie, va surtout préserver des gros ossements. De temps en temps des petites dents,
mais rarement de très petits trucs, en fait. Et le truc, c'est que les dinosaures, ils ont évolué à partir de tout petits trucs. Donc ici, vous avez le temps, vous êtes au début, Carnien, milieu du Carnien, donc vous êtes à l'événement pluvieux du Carnien, ici, à peu près 233 millions d'années, donc ce qui marque généralement, hein, ce qui maintenant, en tout cas, semble marquer le début de la grande radiation évolutive des dinosaures. Donc on est à 233 millions d'années, et on va vers le Jurassique, ici, vers le haut. Et au début, en fait, les dinosaures, ils étaient tout petits. Et donc, si on n'échantillonne pas, en fait, ce tout petit, le tout petit qui est préservé ici dans le caca, eh ben, on se passe d'une bonne partie de l'histoire, en fait. Et en l'occurrence, l'histoire qu'on sait être la majeure partie de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 10 ou 100 fois plus de petits animaux que de gros. Donc, voire même 1000. Mais bref, il y a beaucoup d'ordres de... Il y a beaucoup d'ordres de grandeur, plus de petits animaux que de gros. Donc on se passait quand même de la majeure partie de l'histoire. Donc maintenant, ils ont pu regarder ces petits animaux, ce qui se passe au niveau de ces petits animaux, et pouvoir nous donner une image un peu plus claire de ce qui se passe au niveau de la diversité des dinosaures. Le problème des coprolites, c'est qu'on peut pas identifier exactement quelle espèce il s'agit, donc de quel dinosaure il s'agit, mais on peut quand même dire si c'est théropode, ornithischien, saurisquien, sauropode. On peut arriver quand même à leur attribuer vaguement une identification taxonomique, et surtout on va leur attribuer une taille de corps, ce qui permet de voir donc l'histoire qu'ils nous donnent ici, à savoir, juste après l'événement pluvial carnien, on a très très peu de dinosaures perdus au milieu des thérapsides et des archosaures non dinosauriens, les pseudosuchiens, il y a des amphibiens évidemment, et puis on passe aux Noriens, où là le nombre de dinosaures, notamment de petits théropodes, augmente de façon fulgurante. Alors, vous voyez qu'il y avait très très peu de petits théropodes au milieu, au début du Carnien ici. Ils nous sont indiqués par un petit 12 qui correspond au Silésauridé, donc c'est même pas un dinosaure théropode en réalité, ce Silésauridé c'est un dinosauromorphe. Mais donc là, les dinosauromorphes se mettent à être accompagnés de plein de petits dinosaures théropodes, toujours accompagnés de synapsides ici, et d'archosaures, de pseudosuchiens et d'amphibiens, toujours des poissons dans l'eau évidemment. Et enfin, on arrive à la fin du Rétien et au début du Jurassique surtout, où là, la diversité des dinosaures explose, avec toutes les niches écologiques qui sont maintenant recouvertes, celles des petits théropodes, celles des grands théropodes, et aussi celles des grands herbivores, les sauropodomorphes, qui font leur apparition à la fin du Rétien et au début du Jurassique. Donc ça, c'est l'histoire qui nous est racontée grâce à ces coprolites. Et l'autre partie de l'histoire qui nous est racontée grâce à ces coprolites, c'est qu'est-ce qu'ils mangeaient. Et évidemment, ce dont on va se rendre compte, c'est qu'ils mangeaient surtout du poisson. Bon, ça, c'est plus un biais de préservation, parce que les coprolites qui se préservent, ce sont celles qui sont près des étangs. Enfin, ce sont celles qui sont près des points d'eau. Une merde qui est pondue à 10 km du premier point d'eau ne va pas se préserver. Donc évidemment, ce qui va se préserver, c'est surtout du piscivore, évidemment. Mais quand même, ça nous donne une certaine idée de l'évolution de la chaîne alimentaire, enfin du réseau trophique en l'occurrence. Vous voyez que c'est beaucoup plus un réseau qu'une chaîne alimentaire. Et donc ce réseau trophique, on voit, il y a des coquillages à la base, des plantes, et puis il va y avoir les poissons, et puis des consommateurs de poissons, qui au début vont être essentiellement des archosaures et des amphibiens, et qui petit à petit vont être remplacés par les théropodes, de plus en plus grands, avec ensuite des théropodes qui vont être des mangeurs de théropodes eux-mêmes. Et on va avoir aussi la guilde des herbivores qui va d'abord être dominée par des archosaures et des synapsides. Donc vous avez ici les aétosaures par exemple, qui sont des archosaures herbivores du Trias, et ici vous avez l'Isowichia qui est non, c'est pas l'Isowichia celui-là, l'Isowichia c'est celui-ci. Bref, vous avez un dicynodonte quoi. Donc vous avez des aétosaures, vous avez les rhynchosaures aussi qui sont des archosauromorphes herbivores, et qui vont être remplacés au Jurassique par les sauropodomorphes de toute taille. Et tout ça raconté grâce à des petites merdes de Pologne. Est-ce que c'est pas fou ça? Les coprolites, hein, pas les auteurs, les coprolites, évidemment. Toujours dans les dinosaures, mais cette fois on passe et on va terminer avec les oiseaux. Les oiseaux, avec ici le premier cerveau d'Argentavis. Argentavis, le tératorne géant.
une sorte de vautour géant, mais qui n'était pas proche parent des vautours, puisqu'il était plus proche des ciconiformes, donc plus proche d'une cigogne en réalité que d'un vautour. C'est une convergence évolutive au sein des oiseaux. Les vautours du Nouveau Monde ne sont pas apparentés aux vautours de l'Ancien Monde. Mais par contre, ils ont tous l'air de vautours. C'est assez fou. C'est assez fou, et cette convergence évolutive, nous montre cet article, va jusqu'au système nerveux, puisque quand on regarde le système nerveux d'Argentavis, eh bien, il est très 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 similaire à celui d'un vautour, enfin d'un rapace, à côté de celui d'un véritable vautour moderne, alors que ici vous avez d'autres rapaces qui sont comparés les uns aux autres. Vous voyez que le cerveau n'a rien à voir en termes de forme. Et donc ça suggère qu'ils avaient probablement un système nerveux très proche et une écologie très proche, même si c'est très difficile de dire exactement de quelle manière, à quel point ils étaient proches, on va dire. Et on a ici l'oreille interne partielle d'Argentavis qui se superpose assez... voilà, elle est partielle, hein, mais elle se superpose assez bien à celle d'un vautour, qui est ici en transparent, et donc pareil, qui indique des capacités de vol assez similaires à celles des vautours, notamment un vol qui n'est pas acrobatique, contrairement à cette bestiole-là, qui a des canaux semi-circulaires très très grands et très élancés. Ça, c'est typique d'un vol beaucoup plus acrobatique. Donc on a une biologie en fait de Argentavis qui était très très similaire à celle des vautours modernes, et qui souligne une convergence évolutive quasi parfaite en réalité, hein. C'est d'ailleurs, si ça avait pas été pour les analyses génétiques, on se serait probablement pas rendu compte que les vautours du Nouveau Monde n'ont rien à voir avec les vautours de l'Ancien Monde. Et pour finir avec les oiseaux, Diatrima est ressuscité. C'est un miracle de Noël. Il est ressuscité, Diatrima. C'est l'élu. Ressuscité. Pour les fans de South Park qui ont plus de 40 ans. Donc Diatrima revient parmi nous. Diatrima revient parmi les siens. Pour ceux qui connaissent pas, qui du coup comprennent pas la blague, qu'est-ce que c'est Diatrima? C'est Gastornis. On va vous mettre une petite reconstitution de la bête. C'est un oiseau géant, hein, Diatrima. Elle apparaît à l'écran au moment où je vous parle maintenant. Donc Diatrima, c'est un oiseau géant. C'était Gastornis. Si vous connaissez la BBC, vous avez vu Gastornis sur l'épisode de La Terre des monstres disparus, où on voit un oiseau géant s'attaquer à un petit cheval en Allemagne. Bon, un petit paléothérium en Allemagne. Bon bah ça, c'est Gastornis. Excepté que depuis le reportage de la BBC, enfin le documentaire de la BBC qui date de 2005 ou 2006, on a découvert qu'ils étaient herbivores en fait, ils sont pas du tout carnivores. Ils avaient pas du tout le bec crochu, et ils avaient pas du tout de griffes aux pattes, ils avaient plutôt des genres presque de sabots. Et on a découvert que leurs isotopes, enfin les analyses isotopiques ont montré qu'ils n'étaient pas carnivores. Leur signature isotopique n'est pas du tout celle d'un carnivore, c'est celle d'un herbivore. Donc on a toutes les bonnes raisons de penser que ces Gastornis et Diatrima donc étaient des grands oiseaux herbivores, donc des grosses autruches, mais avec un bec casse-noisette quoi, parce que comme vous voyez là le bec vu de côté, c'est quand même un bon gros bec. À la base, ils ont cru que c'était carnivore par comparaison avec les Phorus racidés, qui sont les oiseaux terreurs sud-américains qui n'ont absolument rien à voir. Encore un exemple de convergence évolutive. Les Phorus racidés sont effectivement des oiseaux terreurs d'Amérique du Sud, ils sont effectivement carnivores, mais eux, ils avaient un bec fortement crochu, et eux, ils avaient des griffes absolument terrifiantes aux pattes, et eux, ils ont des signatures isotopiques de carnivores. Mais pas les Gastornis. Donc, en plus, en tout cas, quand on pense aux Phorus racidés, on pense essentiellement à Titanis et Phorus racos qui ont vécu au Pliocène, voire même au Pléistocène, alors que Gastornis, c'est quelque chose qui a vécu à l'Éocène, et en Europe, pas en Amérique du Sud. Donc ça a réellement, mais complètement rien à voir. Écologiquement, phylogénétiquement, les Phorus racidés, donc les oiseaux terreurs sud-américains sont proches des Seriema modernes, alors que les Gastornitiformes, enfin les Gastornis et Diatrima, eux ils sont plutôt proches des Anatidés, enfin des Anatidés et des Gallinacés, pardon, donc c'est-à-dire des poules et des canards quoi. Donc c'est des grosses poules et des gros canards.
Ça se compare éventuellement, on pourrait les comparer aux Géniornithidés d'Australie, mais les Géniornithidés, donc qui sont aussi des oiseaux géants herbivores, ils sont aussi plutôt proches des canards et des oies, mais ils sont pas reliés aux Gastornithidés. Ouais, je sais, c'est compliqué, hein, mais un oiseau géant, ça n'existe pas. Il y a eu plein d'oiseaux géants, plein. Et ils sont pas apparentés, du tout. Du tout. D'ailleurs, les Géniornithidés qui vivaient en Australie ne sont pas apparentés aux ratites, qui ont donné les émeus et les casoars, par exemple. Ouais, c'est chiant. Les oiseaux géants, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Mais bref. Et donc, elle se complique encore plus aujourd'hui avec le retour de Diatrima, donc qui a été à l'époque synonymisé avec Gastornis. Donc, il y a eu pendant très longtemps, on a eu à la fois Diatrima et Gastornis. Les deux ont été mis en synonymie parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Diatrima étant essentiellement trouvé en Amérique, Gastornis étant essentiellement trouvé en Europe, mais c'est pas si simple. Mais c'est grosso modo ça. Et donc cet article retrouve des différences entre Diatrima et Gastornis. Donc ces différences, elles se trouvent essentiellement au niveau du crâne, notamment quand on parle de Gastornis, on a ce gros bec, de Gastornis, pas ce petit bec. On voit la narine ici, la narine est très très proche en fait du bout du museau chez Gastornis, alors que chez Diatrima, la narine est beaucoup plus éloignée du bout du museau. Vous voyez la distance ici entre la narine qui est là et le bout du museau ici, elle est beaucoup plus longue que la distance ici. Et pareil ici sur ce petit bout de Gastornis là, la narine est très proche du bout du museau ici. Et là vous avez un autre Diatrima, vous avez la narine qui est très très loin du bout du museau. Donc ça, ce serait une première différence assez majeure entre les deux. Une autre différence majeure, c'est sur la robustesse du tarsométatarse, donc le pied, le gros os du pied. Le gros os du pied est très très gros chez Diatrima, il est plus gracile chez Gastornis. Alors là, vous les avez, ils sont à l'échelle, et puis quand on les compare, pas à l'échelle, mais histoire de mettre à des tailles comparables, en fait, on constate effectivement que à taille comparable, Gastornis, ici à gauche, a un tarsométatarse beaucoup plus gracile que Diatrima, ici à droite. Diatrima a vraiment, c'est un tank à côté de Gastornis. Donc sur la base de ces différences, il ressuscite le genre Diatrima, le trouve en Amérique, Diatrima gigantea, le trouve aussi en Europe, bien qu'il soit moins bien connu en Europe qu'en Amérique. Mais voilà, vous avez donc Diatrima ressuscité, Diatrima formant un clade, donc Diatrima a priori plutôt valide. Oui mais, vous avez Gastornis à la base en paraphylétique. Paraphylétique, ça veut dire qu'en fait, l'ancêtre en commun de Gastornis et de Diatrima, que l'ancêtre en commun, de Gastornis est aussi l'ancêtre en commun de Diatrima. Donc il n'existe pas, en fait, d'ancêtre en commun que à Gastornis. Donc dire que Diatrima est différent de Gastornis, c'est comme dire que l'homme descend pas du singe. L'homme est un singe, et les singes ne forment pas un groupe à part à côté, un groupe frère de l'homme. Les singes, ça forme une espèce de groupe paraphylétique, et vous avez l'homme inclus dans ce groupe paraphylétique, là c'est pareil. Donc vous avez un groupe paraphylétique de Gastornis et Diatrima qui est inclus dans ce groupe paraphylétique. Donc normalement, taxonomiquement parlant, la décision à prendre là, c'est de faire de tout ça Gastornis, ou alors de séparer Gastornis en plusieurs genres. Et dans ce cas-là, Gastornis n'est plus paraphylétique, donc il aurait fallu en fait une grosse révision de Gastornis en plus d'une révision de Diatrima, en fait, dans cet article. Et là, le problème, c'est que du coup, on a un Diatrima qui est considéré comme valide à l'intérieur de Gastornis paraphylétique. Donc littéralement, Diatrima ne descend pas du Gastornis. Alors que si. Diatrima ne descend pas du Gastornis, Diatrima est un Gastornis. Voilà. C'est ça que nous dit cet arbre phylogénétique. Donc c'est une décision taxonomique un peu bizarre, je vais pas vous le cacher.
C'est une décision taxonomique un peu bizarre et qui, à mon avis, ne trouve un sens que si on part du principe qu'ils ont déjà prévu de faire la révision taxonomique de tout ce soin de Gastornis qui se trouve ici. Donc s'ils ont déjà prévu en fait de faire une révision du genre Gastornis. À mon avis, c'est ce qu'ils ont prévu de faire. Encore donc possiblement un exemple d'un truc qui va être divisé tel le dernier volume de Harry Potter va être divisé en 2 épisodes. Pareil, hein, on en parle de plus en plus de ça hein, dans les Paléo News, des études qui sont divisées en 2, alors que bon, ça aurait été pas plus mal d'avoir toutes les informations d'un coup. Ça commence à faire beaucoup là dernièrement. Et on termine ce Paléo News avec les cousins des dinosaures, les crocodiles. Les crocodiles, enfin en l'occurrence les pseudosuchiens, c'est-à-dire les ancêtres des crocodiles. Alors vous avez peut-être entendu parler il y a très longtemps, en 2005, qu'une étude était sortie disant que les crocodiles modernes avaient un cœur qui fonctionnait comme un cœur à 2 chambres, c'est-à-dire un cœur d'ectotherme, un cœur d'animal à sang froid, mais qui était fondamentalement divisé en 4 chambres. Donc les 4 chambres sont là, mais elles communiquent entre elles, ce qui fait que fonctionnellement, ça fonctionne comme un cœur à 2 chambres. Et le cœur en 4 chambres, c'est un caractère d'animal à sang chaud, alors que le cœur à 2 chambres, c'est un caractère d'animal à sang froid. Et donc, ce qu'avaient proposé ces auteurs, Seymour, était le nom du premier auteur de cette étude, c'est que les crocodiles descendent d'un ancêtre qui était probablement à sang chaud, et ont perdu en fait le sang chaud et sont redevenus à sang froid. Et ça, c'est une conclusion qui depuis a trouvé beaucoup de soutien, beaucoup de support, beaucoup de preuves, à travers de nombreuses études qui sont résumées dans cet article que je vous présente ici et qui est sorti dans l'Anatomical Record. Donc ils ont fait une espèce de grande revue de la littérature de toutes les preuves que les ancêtres des crocodiles, qu'on appelle les pseudosuchiens, puis les crocodilomorphes, étaient à sang chaud ou à sang froid. Ils ont rassemblé toutes les preuves. Donc il y a beaucoup de preuves, c'est évidemment paléontologique, donc c'est des preuves très indirectes, hein, c'est de l'histologie osseuse notamment, c'est des isotopes, ça va être la posture aussi, hein, est-ce qu'ils avaient une posture érigée comme un animal très actif, ou est-ce qu'ils avaient une posture plutôt rampante comme un animal ectotherme. Bref, ils rassemblent un peu toutes ces preuves et ils ont fait une sorte, entre guillemets, de méta-analyse, une grande analyse phylogénétique pour essayer d'estimer en fait la probabilité que les ancêtres des crocodiles dans un arbre phylogénétique soient ectothermes ou endothermes. Donc ectotherme à sang froid c'est en bleu, endotherme c'est en rouge. Donc à sang chaud c'est en rouge. Bon, chaud, rouge, froid, bleu, ça va, je pense que tout le monde arrivera à suivre. Donc les crocodiles modernes sont là, vous avez le gavial, le caïman, l'alligator, le crocodile, donc tout ça c'est à droite, hein, c'est les espèces modernes. Vous avez à côté les oiseaux ici qui forment un clade à part entière, c'est celui des dinosaures, donc qui sont à sang chaud. Et donc vous avez les preuves rassemblées, une sorte de méta-analyse en fait des preuves rassemblées, est-ce que ces taxons sont à sang chaud ou à sang froid. Donc on est au Cénozoïque, et au Cénozoïque il y a que des animaux reconstitués comme étant à sang froid, donc parmi ce qu'on appelait autrefois les mésosuchiens, donc les crocodiles moyens entre guillemets. Vous avez quelques crocodiles fossiles qui font partie eux des Eusuchia, donc les vrais crocodiles, et qui sont aussi reconstitués comme étant à sang froid. Et puis, il y a que quand on arrive tout à la base de l'arbre, en réalité, quand on arrive au Trias, qu'on commence à avoir des probabilités d'animaux à sang chaud, jusqu'à arriver à tout ce qu'on appelle ici ces pseudosuchiens, ici ces ancêtres des crocodiles, donc qui sont des archosaures, mais qui ne sont pas encore des crocodiles. Donc c'est là notamment qu'on va retrouver Poposaurus, Postosuchus, le très connu Postosuchus, Arizonasaurus, hein, qui est très connu, c'est un archosaure qui a une crête dorsale, exactement comme un spinosaure. Donc Arizonasaurus avec sa crête dorsale au Trias. Tout ça, c'est reconstitué d'après divers... ils ont, comme je dis, hein, ils ont utilisé plein de proxys pour inférer, pour reconstituer le métabolisme. Donc tout ça, c'est reconstitué comme étant à sang chaud, sauf un qui est Rutiodon, en gros. Donc le signal est très fortement... Les pseudosuchiens étaient à sang chaud, les ancêtres des crocodilomorphes directs étaient à sang chaud,
Et l'ancêtre en commun des crocodilomorphes, lui-même, le ancêtre en commun des crocodilomorphes, il était possiblement, voilà, on a 50% de chance qu'il ait été à sang chaud, 50% de chance qu'il ait été à sang froid, et quand on arrive au Métasuchien, il y a 3/4 de chance, enfin non, même pas 1/3 de chance qu'il ait été à sang chaud, etc. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est à la fin du Trias, en gros, qu'il y a eu une transition entre le sang chaud et le sang froid. Fin du Trias, qui coïncide avec la grande radiation de qui, de quoi, de où, on l'a vu tout à l'heure, des dinosaures, eh oui. Donc on a ce grand changement climatique qui a lieu, qui est l'événement pluvieux carnien, qui va amener les dinosaures sur le devant de la scène. Et en fait, ces dinosaures sont très fortement considérés, enfin il est très fort probable que ces dinosaures étaient à sang chaud, que même l'ancêtre en commun des ptérosaures et des dinosaures ait été à sang chaud. Donc en gros, on s'est retrouvé avec deux grands groupes d'archosaures, un groupe d'archosaures dominant à sang chaud les pseudosuchiens, les ancêtres des crocodiles, et de l'autre côté un groupe d'animaux encore plus agiles et rapides, eux aussi à sang chaud, les dinosaures. Et en fait, ce que dit cet article, c'est qu'ils sont probablement rentrés en concurrence directe, et que il y a eu une partition écologique, il y a eu un partage écologique entre les deux. À savoir que les crocodiles ont essayé à tout prix de fuir les niches écologiques que les dinosaures commençaient à occuper. Donc ça va donner toute cette grande radiation de crocodilomorphes très bizarres pendant le Mésozoïque. Hein. Vous avez celui qui ressemble à une sorte de... c'est Armadillosuchus, tiens, le voici, au Crétacé. Donc celui qui ressemble à une sorte de tatou et qui a des dents herbivores. Vous allez avoir tout ce qui est thalattosuchien, donc les crocodiles marins, hein, littéralement fuir, se barrer très loin des dinosaures pour aller dans l'eau. Donc les thalattosuchiens qui vont conquérir le milieu marin, au Jurassique ici et au Crétacé. Vous allez avoir d'autres animaux, enfin d'autres crocodiles un peu bizarres qui vont avoir des dents insectivores, donc pareil, ils vont littéralement s'adapter à tout ce qui est possible pour essayer de pas être en concurrence avec les dinosaures dominants, quoi. Et ça, c'est un pattern donc qui est très bien mis en lumière ici par cette analyse phylogénétique. Tout ça, ça arrive au Trias quand les dinosaures commencent à prendre le devant de la scène. Et ça contredit aussi l'idée qui avait été proposée en 2005 qu'en fait les crocodiles sont devenus à sang froid parce qu'ils sont devenus aquatiques. C'est pas du tout ça en fait. D'ailleurs on a Metriorhynchus qui est un crocodile aquatique qui était à sang chaud. Donc c'est pas du tout le fait d'être devenu aquatique ou semi-aquatique chez les crocodiles modernes qui les a rendus à sang froid. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est un événement beaucoup plus ancien qui date du Trias. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien, et je vous dis à très bientôt.